Je vous remercie tous d'être venus pour accueillir Cécilia Elimor-Trani qui a bien voulu venir. Elle nous fait l'honneur de venir faire une conférence sur le marronnage aux Antilles entre mythe et réalité du XVIIe au XIXe siècle. Cécilia a été Actuellement, elle est en thèse sous la direction d'Éric Noël de l'Université de Martinique et de Pierre Sernin de l'Université Paris 1. Et le titre de la thèse, c'est Les mutations religieuses dans un monde colonial recomposé aux Petites Antilles, de 1789 à 1815. Et cette année, vous avez fait une publication en janvier oui, sur les annales historiques de la Révolution française, être prête sous le consulat en Martinique. Voilà, et puis je laisse Cécilia nous expliquer donc, le marronnage. Merci. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Bonsoir. Ce soir, nous allons donc travailler sur le marronnage aux Antilles entre mythe et réalité, sur une période assez large, 17e, 19e siècle. Cette période et cette thématique, elle demande au préalable certaines mises en garde, puisque vous avez dû le voir, on parle d'une période assez spécifique. La première chose concerne le vocabulaire de l'époque. En effet, les termes de nègre marron, de blanc, de noir font partie du vocabulaire de l'époque et vont être utilisés tout au long de cette intervention dans un cadre purement scientifique. De plus, il faut savoir pour traiter du marronnage que la vision qu'ont les colons, finalement, donc les propriétaires blancs vis-à-vis des esclaves marrons, elle est très péjorative. Donc dans la plupart des sources émanant de ces personnes-là, on a un parti pris qui est très conséquent. A l'inverse, la vision des esclaves marrons qui vont lutter pour leur liberté veulent chercher à détruire finalement le symbole même de leur oppression que représente le propriétaire blanc. Donc on a une dualité conséquente entre ces deux individus. Le second point qui m'a semblé important de mettre en avant, avant de pousser un peu plus loin l'analyse de cette thématique, c'est celle de l'organisation coloniale. Je ne sais pas si je vais y arriver. Alors, je vous ai fait ça sous forme de petits triangles. C'est une sorte de pyramide pour montrer que finalement il existe différentes catégories sociales. En effet, la société coloniale elle est divisée en deux grandes catégories. Celle des Blancs, qui est placée en haut de l'échelle sociale. On va distinguer les grands Blancs métropolitains, qui eux vont venir finalement d'Europe, vont posséder des terres, vont être très riches, mais qui vont passer une grande partie de leur temps en France, en Angleterre, plutôt en Europe. Ils vont déléguer finalement la gestion de leurs plantations, soit à des colons sur place ou bien à des créoles. Parmi cette catégorie des Blancs, on a aussi ce qu'on appelle les petits Blancs qui, eux, vont exercer des petits métiers. Ça peut être des petits propriétaires terriens, des négociants, vous pouvez avoir des marins, etc. Donc ils ont une posture, on va dire, économique un peu moins stable que celle des grands propriétaires blancs. À leur suite se trouvent les libres de couleur. Ces libres de couleur sont d'anciens esclaves qui ont obtenu leur liberté, ou bien des enfants qui sont nés d'une relation finalement entre une femme esclave et un blanc, en général c'est plutôt dans ce sens-là que ça se passe, et qui ont acquis par la suite leur liberté. Donc le libre de couleur, c'est un individu libre qui est finalement de couleur soit métissée ou noire. Viennent ensuite les esclaves. Donc, dans ce groupe-là aussi, il y a une division, puisqu'ils sont considérés comme des biens meubles, ça on l'a vu. Ils ne font pas partie d'une catégorie sociale en tant que telle, puisqu'on ne les considère pas comme des individus à part entière. Ils n'ont aucun droit, sont totalement soumis à l'autorité de leur maître. Et donc ces catégories-là, on en trouve deux catégories. Ceux qu'on va appeler les esclaves dits bossales, donc ce sont les esclaves qui vont venir d'Afrique. Et on va les distinguer des esclaves créoles. Donc là, ce sont les esclaves qui sont nés dans la colonie.
Il faut savoir que cette hiérarchie sociale au sein même du groupe des esclaves va créer de nombreux conflits, puisque les créoles vont se considérer plus importants que les bossales et vice-versa. Donc au sein même du groupe en fait, des esclaves, on a une dissension qui se crée. Toutefois, le groupe des esclaves est celui qui contient le plus d'individus. Il y a beaucoup plus d'esclaves en général dans une colonie que de libres de couleur ou bien que de blancs. Et c'est ce qui va effrayer le plus l'élite blanche de la colonie, le fait que ce soit une masse sociale assez considérable. Traiter donc de la thématique du marronnage permet de mettre en avant le fait que les esclaves marrons font partie de l'histoire coloniale et en sont en quelque sorte les acteurs. Le marronnage tient son origine, alors je ne sais pas si je vais y arriver, hop. Le marronnage tient son origine de l'espagnol, donc cimarron, qui signifie littéralement animal domestique, ou plutôt animal domestique redevenu sauvage. Quand on regarde la littérature, c'est comme ça qu'on le définit. Historiquement, ce terme fait référence à la résistance de l'esclavage et de l'esclave déporté d'Afrique, qui souhaitent fuir le système esclavagiste. Donc on a vraiment l'idée de se soustraire à un système qui est restreint. Toutefois, la thématique du marronnage n'est que peu étudiée comme objet d'étude depuis à peu près une vingtaine d'années. Avant, on considérait que l'esclave marron ne faisait pas partie finalement des acteurs de cette histoire coloniale. Toutefois, on relate quand même dans certains ouvrages qui datent des débuts de la colonisation des références qui sont faites aux esclaves marrons. Donc vous avez l'extrait ici des écrits du père du Tertre qui font état de l'importance du marronnage au début de l'implantation des Français à Saint-Christophe. Il écrit, donc je cite, qu'au mois de novembre de l'année 1639, plus de 60 nègres du quartier de la Capesterre, lassés de leur servitude ou comme plusieurs ont cru, ennuyés des rudes traitements qu'ils reçoivent de leurs commandants, se rendirent marrons, c'est-à-dire fugitifs avec leurs femmes et leurs enfants, dans les bois de la montagne, de la pointe de sable, d'où ils descendoient tous les jours pour exercer impunément toutes sortes de brigandages et de violences sur les habitants qui passaient jusqu'à les tirer à coups de flèche dans le chemin. Les assassinats qu'ils y commirent obligèrent monsieur le général de Poincy d'arrêter ce mal dès son commencement. Donc on a une localisation, on arrive à identifier un petit peu le profil de ces marrons. On va le faire un peu plus tard, hein, vous verrez qu'on a différents types de profils qui partent finalement en marronnage. On a aussi les moyens qu'ils vont trouver pour subsister, comment trouver de la nourriture, des armes, etc. Et vous avez à la fin de cette citation finalement, comment est-ce que le pouvoir va décider de restreindre ces marrons et essayer de maintenir l'ordre. Le thème du marronnage a donc dans ses débuts été étudié uniquement du point de vue des colons et de l'élite blanche. Ce pan de l'histoire n'a donc été étudié que d'un seul point de vue et pendant longtemps. Les marrons étaient souvent décrits comme des êtres sauvages qui devaient être réprimés car ils mettaient en péril finalement l'économie du système esclavagiste. Il a fallu attendre des études beaucoup plus récentes comme celle de Gabriel Debien, de Richard Price, de Georges Mauvois qui lui s'est spécialisé sur les marrons de la mer, puisqu'on le verra, certains partent en cabotage, afin d'avoir une histoire du marronnage. Les travaux récents de Lionel Trani, qui est au fond de la salle et qui se cache, sur le marronnage en Martinique, ont permis d'avoir une base de données à ce sujet. Donc à la fin de son ouvrage, il a recensé tous les esclaves partis en marronnage, donc tous les actes de recherche en fait, des marrons pour la Martinique sur une période donnée, avec leurs caractéristiques physiques, quel est le maître qui décide de les rechercher, combien est-ce qu'ils mesurent, etc. Donc c'est une mine d'informations, l'annexe finalement, puisqu'on a sur une période assez large tous les actes finalement de recherche des esclaves marrons. Toutefois, et malgré tous ces travaux très conséquents, il est à noter que cette thématique du marronnage, elle est tout de même très peu développée dans l'historiographie française. Toutefois, dans l'historiographie britannique, on a quand même un boom qui est donné à cette thématique-là. En ce sens, nous allons essayer donc, ce soir, dans une moindre mesure, d'essayer de comprendre ce qu'est finalement le marronnage dans les Antilles. Pourquoi est-ce que les esclaves finalement ont décidé de partir au marronnage? Comment est-ce qu'ils le vivaient? Et comment finalement ce pan de l'histoire, j'ai essayé de vous montrer un autre regard, est perçu dans la littérature et dans l'art, puisque finalement ça permet aussi, d'où la partie entre réel et l'imaginaire, finalement on voit aussi que c'est une thématique qui est très imaginée et imagée.
Le premier point sur lequel nous allons travailler, c'est qu'est-ce qu'être marron dans les Antilles du XVIIe au XIXe siècle. Il faut réussir à définir un petit peu ce qu'est le marron, ce qu'est le marronnage. Et finalement, l'idée du marronnage, si on pourrait retenir, vous avez l'image ici de la montagne, et ces marmelles, les deux pitons, donc à eux deux, mesurent 768 mètres et l'autre 716 mètres d'altitude. Donc ça vous donne une idée aussi de la topographie du territoire. Donc c'est un lieu difficile d'accès. Les marrons du camp des Kellers avaient un chef qui faisait office de sorcier. Donc les deux sont souvent associés. Quand on a un chef de camp de marron, on lui attribue souvent des pratiques de sorcellerie. Pour d'autres, en Haïti, ça peut être le vaudou, etc. Donc on a ce côté-là un petit peu magico-religieux qui arrive. Et donc, ils arrivaient à subsister puisqu'ils avaient accès à la chasse, la pêche. Ils faisaient des raids finalement pour tout ce qui était les armes, etc. Donc ils arrivaient quand même à subsister entre eux. Et ces Kellers, c'est finalement l'exemple le plus abouti de cas de marronnage et de communauté marronne en Guadeloupe, puisque ce camp a évolué de nombreuses années, même après l'abolition de l'esclavage, certains descendants préexistaient encore finalement et étaient encore sur place au niveau de ces espaces-là. Deuxième exemple, qui est le plus connu, vous me direz, ce sont les marrons de Bonny. Donc eux aussi, ça c'est pour la Guyane. C'est un exemple très concret de ces sociétés marronnes qui se constituent en marge de la société coloniale. Donc l'histoire des Bonny, c'est un petit peu compliqué. En gros, ce sont 6 groupes de marrons qui vivent en Guyane française au Suriname, qui vont se regrouper, qui vont évoluer, qui vont grossir leur rang tout au long de la période. Et en 1738, donc dans les recensements, la population est estimée à 6000 individus. Ils pratiquaient les raids sur les plantations pour se nourrir et s'approvisionner en armes. Ils pratiquaient aussi la pêche, la chasse, etc. Et donc, la communauté des Bonny de Guyane s'est constituée par la coalition de plusieurs groupes en fait, de marrons. Vous en avez 3 grands. Et donc, ils vont évoluer. Vous avez ici toute l'évolution finalement des villages Bonny. Les points noirs. Parce que du coup, j'ai plus. Vous avez différents points noirs si vous regardez bien ici, ici, et puis si on descend le long, on a l'implantation finalement des villages Bonny, donc qui a évolué tout au long de la période, puisqu'ils ont été chassés, il y a eu des guerres, etc. Donc ils redescendent. Et en 2014, puisque c'est une population et une communauté qui a survécu, la population de cette communauté est estimée à 11 000 personnes. Il y a encore à l'heure actuelle des descendants de Bonny qui font finalement les récits de leurs ancêtres, puisque, on va dire, la tradition orale est perpétuée. On a encore des individus qui survivent. Je vous avais mis aussi l'enterrement Bonny au XIXe siècle, donc ça c'est un croquis de Crevaux, donc qui donne un petit peu à notre imaginaire de quoi se rendre compte en fait de la vie de cette communauté Bonny. Donc vous avez l'enterrement finalement d'un de leurs membres. Les hommes sont représentés beaucoup plus que les femmes. Donc ça, on va le voir, le côté plutôt patriarcal et matriarcal de certaines sociétés. Là, on est plutôt sur une société patriarcale, en fait, où l'homme détient le rôle de chef. Vous avez des exceptions, et c'est mon dernier exemple, puisque certaines communautés vont s'établir autour de chefs féminins. Les fameuses femmes marronnes, finalement, il en existe. Et c'est le cas en Jamaïque avec Nani, qui est plus connue sous le nom de reine Nani. Sa présence, elle est attestée en Jamaïque. Toutefois, donc par rapport à la date de sa mort, on ne sait pas trop, est-ce que c'est il la situe entre 1733 et 1760, pour vous donner une idée. La tradition orale, les sources historiques, font bien état de cette femme qui est partie en marronnage. Et toutefois, ces images-là ont permis de faire d'elle, pour la Jamaïque, l'image et la figure emblématique de la résistance. Elle figure sur les billets, finalement la monnaie jamaïcaine, donc c'est vraiment une femme qui a laissé son empreinte dans l'histoire jamaïcaine. Elle est originaire du Ghana, elle y serait née vers 1685 et appartiendrait à la tribu des Ashanti. Il y a des conflits entre les tribus, elle est capturée avec certains de ses frères et vendue comme esclave. Arrivée en Jamaïque, elle est achetée par un planteur donc près de Port-Royal afin de cultiver la canne à sucre. Et en fait, elle décide de fuir les conditions de vie difficiles. Elle part en marronnage avec 4 autres esclaves.
Elle se réfugie donc, dans les Blue Mountains. Et elle va, donc c'est plutôt à l'est de la Jamaïque, et elle va y fonder ce qu'on appelle la Nanny Town. Cette communauté va pratiquer, comme les autres, des raids pour se réapprovisionner en armes, en nourriture, mais aussi pour rallier d'autres esclaves à leur cause. Ils vont pratiquer l'élevage, l'agriculture, la chasse et le commerce. Donc ils vendent aussi certaines des choses qu'ils vont produire, ils vendent pour pouvoir gagner finalement une manne financière. Les Britanniques vont essayer de faire divers assauts, mais ils vont être repoussés puisque Nanny est connue pour on va dire ses capacités à repousser ses ennemis et sa tactique guerrière très conséquente. Et donc ils vont essuyer plusieurs revers. Toutefois, donc selon toujours les écrits qui restent, elle serait tuée finalement à l'issue d'un conflit. Mais cette figure finalement de la femme marron va, au sein de l'esprit des Jamaïcains, permettre de donner une figure et un visage à cette lutte des esclaves marrons. Et son caractère de fille stratège, de femme munie de pouvoir magique va perdurer. Et jusqu'aujourd'hui, quand vous parlez de Nanny aux Jamaïcains, c'est une image qui demeure encore. Donc c'est vraiment la figure même de cette rébellion. Toutefois, je vous avais mis, oui, pour vous situer. Donc la Nanny Town, elle est là. Hop, on la voit ici. Toutefois, les colons, eux, sont très méfiants face à ces communautés. Ils craignent pour la survie du système colonial. Le marron il est souvent assimilé aux sauvages, qui peut remettre en cause leur autorité. Et ils vont finalement essayer de restreindre au mieux le poids qu'ont ces marrons-là sur le reste de la société. Toutefois, on le voit, des communautés se constituent et permettent finalement à ces marrons d'évoluer. Finalement, donc on l'a vu tout au long de cet exposé, le marronnage est un phénomène imprévisible qui va permettre à l'esclave concerné de récupérer un semblant de liberté. Cet acte ultime demande un certain courage puisque la répression en cas de récupération par le maître est très dure. De plus, en partant en marronnage, l'esclave rompt avec la culture coloniale. Il abandonne tout ce qu'il était auparavant afin de devenir quelqu'un de nouveau. Donc c'est une sorte de seconde rupture, puisque quand il arrive d'Afrique, il rompt avec sa culture d'origine pour en arriver sur une autre. Et quand il part en marronnage, il rompt une seconde fois avec ce qu'il s'était construit. Des communautés marronnes, on l'a vu, se constituent, dans lesquelles la langue créole, elle, va avoir une place centrale, puisqu'il faut toujours se détacher de cette société qu'on avait connue, et la langue créole va devenir le symbole de ces sociétés marronnes. Les colons, on l'a vu, sont très méfiants face à ces sociétés-là et craignent pour la survie de l'ordre colonial, mais surtout pour l'économie coloniale. De ce fait, on l'a vu, les punitions sont extrêmes et la loi... En effet, quand on découvre certains produits qui vont remplacer... Alors, pour le sucre, c'est la betterave qui a concurrencé le sucre antillais. D'ailleurs, c'est pour ça que ça, c'est Napoléon. Au XIXe siècle, on fait du rhum. On arrête de faire du sucre raffiné. On dit voilà, maintenant on est spécialiste du rhum. Avant c'était interdit. Hein. Le roi de France y tolérait, mais bon, pas trop de tafia, ça peut faire des dégâts. La betterave, c'est la mauvaise surprise du blocus sur Napoléon. Ouais. C'est la très mauvaise surprise. D'ailleurs, on a des sources, on travaille sur ça. Les planteurs sont scandalisés. Quoi. Comment ça se fait qu'ils ont trouvé, c'est quoi cette betterave, c'est du mauvais sucre, c'est de la mauvaise qualité. Parce que pour eux, il faut qu'ils vendent leur stock. Hein. On est vraiment dans des logiques économiques. Donc, alors le café, ouais. le cacao. Le cacao africain va concurrencer le cacao des Amériques. En fait, les vieilles colonies vont être moins intéressantes pour la France métropolitaine. Ils vont être plutôt intéressés par l'Afrique. C'est pour ça que la France recherche à avoir l'accès à la Sénégambie, également l'accès au Niger. Alors c'est bloqué par les Anglais en bas, parce que le Nigeria va devenir colonie britannique, ce qui ne leur empêche pas d'avoir le Bénin, qui était un ancien royaume esclavagiste. Ils rentrent en faisant des négociations, parce qu'il y a certains marchands d'esclaves qui ont compris que s'ils faisaient la guerre, ils perdaient leur pouvoir. Donc il y en a qui vont dire bon d'accord, très bien, moi aussi je vais combattre contre les anciens acheteurs d'esclaves. C'est pour ça que le 19e siècle en Afrique, c'est vraiment une conquête de l'Afrique, mais qui se fait en plusieurs temps. Hein. Ça prend quasiment 75 ans. Ça commence en 1815 et ça se termine en 1896. Lorsque, ça y est, on dit à l'Afrique occidentale française et l'Afrique équatoriale française. À ce moment-là, tous les territoires africains
ont été assimilés dans des empires coloniaux, britanniques, etc. Donc, Il y a le problème de la ressource aussi qui se Et- pose aux Antilles. Ouais. Parce que les sols ont été épuisés, la culture de la canne, c'est quelque chose qui est très contraignant pour le sol. Donc arrêter la culture de la canne pour faire autre chose, c'est très contraignant aussi. Donc il y a un manque de ressources aux petites Antilles qui explique aussi Tout à fait. le fait qu'on se tourne sur d'autres espaces. Donc oui, ça a eu finalement un impact. Ah oui, c'est l'impact. Ouais. C'est pour ça qu'on les appelle vieilles colonies. Oui, mais bon, finalement, au niveau économique, c'est plus la guerre entre l'Angleterre et la France qui a eu plus de conséquences que vraiment Ah, la colonisation de l'Afrique. 1815, la France, elle ne fera plus la guerre avec l'Angleterre, elle n'a plus les capacités militaires. La défaite de Waterloo, c'est fini en fait. Oui, mais ça a entraîné... Mais il y a ça a une entraîné chance quand même en Britannique. c'est à partir du moment où on a commencé à faire en France la betterave sucrière, on l'a pu arrêter après. Ah non, on l'a pu arrêter, c'est beaucoup plus simple. Et puis ça rassurait après les gens, parce qu'on leur disait, bah, c'est plus un sucre qui est fait sur le dos des esclaves. Parce que aussi, ça aussi, c'est une chose qui arrive, donc ça rassurait aussi l'acheteur. Ça ouvre sur d'autres conférences. Exactement, voilà. Bon. Donc merci beaucoup. La prochaine conférence, donc c'est le 14 janvier 2020, mardi. Ce sera la présentation du projet César. Je ne sais pas si vous savez qu'il y a une ferme qui est installée près de Bretigny. Ils vont venir, le vice-président et le porteur de projet qui vont venir nous expliquer de quoi il s'agit et comment ça va impacter les habitants. Qu'est-ce que ça va nous apporter